Personne n'a autorisé la communauté occidentale de parler au nom de toute l'humanité. C'est fort. Alors, j'étais récemment en Afrique du Sud, ensuite dans un pays européen. Je voulais faire un voyage vers l'Asie. C'est là que j'ai remarqué le prix. Le prix du billet est incroyable, comme jamais dans le passé. Inimaginable. Jetez un coup d'œil si vous pouvez. Le prix du billet a beaucoup changé, comparé à quelques temps, il y a pas très longtemps en tout cas. J'ai essayé de voir pour essayer de comprendre un tout petit peu. Vous savez, vous me connaissez, je suis toujours dans le recherche pour essayer de comprendre ce qu'il y a. Les prix du billet a vraiment changé. Qu'est-ce qui s'est passé? La réalité est celle-ci. Les avions occidentaux ont été sujets d'un banning ou sujet des sanctions russes après que les Russes aient été soumis aux sanctions occidentales. Vous comprenez? Les gens se plaignent. Le prix du billet flambe, n'est-ce pas? Pour ceux qui voyagent très souvent et tout le bazar, le prix du billet change. On va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, les prix des billets ont augmenté depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. L'une des raisons. Qu'est-ce qui se passe? Les Russes ont interdit l'espace aérien de leur pays aux compagnies occidentales. Si on va voir dans un site canadien, c'est là où il y a quand même des idées compréhensives qui pourront évidemment nous aider à comprendre. Et ça, c'est applicable dans tous les pays occidentaux. Les Russes ont interdit l'espace aérien de leur pays aux compagnies aériennes canadiennes, américaines, britanniques et européennes en représailles aux mesures similaires prises contre les compagnies russes. Les compagnies aériennes européennes sont le plus touchées et ils ont dû apporter des modifications à leur itinéraire, s'imposant de longs détours ou des vols vers l'Asie et certaines parties du Moyen-Orient. Évidemment, donc pour aller dans certaines parties de l'Asie, il faut évidemment passer par la Russie. La Russie, si vous regardez sur la carte, elle est gigantesque, elle est éléphantesque, elle est titanesque. Donc, on ne peut pas l'éviter, en tout cas pour faire ce commerce aérien de l'avion. Les vols en direction de l'Est et du Sud de l'Asie doivent être évités de l'espace aérien russe. Ces détours signifient que les trajets sont plus longs et font augmenter les coûts en carburant et en main-d'œuvre. La hausse de ce coût se répercute sur les passagers. Évidemment, le prix doit monter, qui doivent payer plus cher pour acheter leurs billets. Est-ce que c'est nécessaire, les amis? Auparavant, les avions ne traversaient pas directement l'océan Pacifique. Ils raccourcissaient les distances en traçant un arc autour de l'Arctique et de la Russie orientale. Ça, c'est partant des États-Unis. Éviter l'espace aérien russe accroît la distance de 10%, et ça, c'est beaucoup. Ça s'applique notamment aux liaisons entre le Canada, les États-Unis et Hong Kong, ou encore entre le Mexique et autres pays, et New Delhi, souligne Robert Colony, président de la firme AirTrav. Ainsi, le prix de carburant des avions s'est élevé à 2,68 $ et le gallon en mars en bond de 41% par rapport à il y a 4 ans. À un moment donné, il faut savoir se mettre à sa place. Toutes les guerres, et je ne parle pas de guerre physique où les gens vont se tuer, tout ça, toutes les guerres ne sont pas nécessaires. Il y a des combats d'arrière-garde et des combats importants, des combats de définition, des combats de standing, des combats d'image, le combat de la vie. Cette guerre va un peu trop loin, inutilement. Et pourquoi? Nous allons le découvrir. Pourquoi est-ce qu'on met la population dans des conditions aussi difficiles? Car on était là très bien, facilement. Vous étiez certainement, pour ceux qui en ont les capacités, vous partiez je sais pas moi, au Bahamas, Hawaï, je sais pas, vous partiez au Singapour, Philippines, tout le bazar. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Qui ont subi les conséquences? Vous, avez-vous commencé la guerre? Non. Avez-vous participé à l'élection où il faut aller en guerre contre la Russie? Non. Avez-vous présenté votre participation? Avez-vous élu l'idée de suspendre ou de sanctionner la Russie au point où elle doit revendiquer ses droits en répliquant? Non. Mais vous en subissez les conséquences. Qui va payer le billet pour vous, pour aller en Thaïlande? C'était votre rêve, n'est-ce pas? Qui paiera votre billet pour aller, je sais pas moi, dans ces pays-là où vous allez acheter les histoires pour vendre? C'est compliqué. Donc la vie des Européens va changer parce qu'un groupe de personnes a choisi de prendre une route, la route de la guerre. Et ce n'est pas seulement une route de la guerre, c'est une route dont l'objectif principal était de croupir la Russie, de l'agenouiller, de l'asphyxier économiquement. D'accord? On sait ce qui s'est passé avec Gazoduc. L'Europe bénéficiait du gaz russe à moins cher pendant très longtemps. Surtout l'économie allemande en avait vraiment besoin. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a sciemment détruit Gazoduc parce qu'on a pensé, on se dit, en détruisant Gazoduc, l'Allemagne ne dépendra plus de la Russie. Alors, cela permettra des décisions beaucoup plus dures contre la Russie, n'est-ce pas? Est-ce que ça a fonctionné? Vous savez, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut se poser la question. Est-ce que ça fonctionne? Quand tu mets quelqu'un de côté, tu ne veux plus le parler, il faut te poser la question. Est-ce que ça fonctionne? Quand tu décides de ne plus côtoyer telle ou telle personne, il faut se demander quels sont les avantages que j'ai. D'accord, tu t'es retiré, tu ne côtoies plus ces personnes, tu ne leur parles plus. Est-ce que tu es en train de gagner ou tu es en train de perdre? Non. On va revenir, on va banaliser ça. Quand tu commences quoi que ce soit dans la vie, il faut te poser la question. Est-ce que ça m'avance ou ça me recule? C'est vrai, dans la vie, il faut avoir l'honneur. Il faut jamais confondre l'honneur et l'orgueil. L'honneur et la prétention. L'honneur et l'arrogance. L'honneur et la folie de grandeur. Il y a des batailles, les chers amis. À un moment donné, quand c'est compliqué, vous reculez un peu. Il y a aussi des gens dans la vie, vous les mettez de côté. À un moment donné, tu sens que non, je vais aller raviver l'histoire là-bas. Parce que ce n'est pas bien.
La montée de tensions entre Kiev et Moscou a conduit à l'offensive russe du 24 février 2022, à la suite de laquelle l'Union européenne décrète un embargo de l'importation d'hydrocarbures en provenance de Russie. L'objectif était évidemment d'évanouir la Russie ainsi que son économie. Il s'ensuit que les 2 gazoducs de la Baltique ne transportaient déjà plus de gaz, on les a sabotés. Mais en Allemagne, les milieux d'affaires attendaient avec impatience leur remise en service pour éviter un chauffage d'industrie nationale, très dépendant du gaz russe, aidé par la reprise des négociations. Du fait de ce sabotage, le dit gazoduc ne pourront être remis en service qu'avant de nombreux mois, dans le meilleur cas. Le sabotage de gazoducs aggrave la crise d'énergie en Europe. L'entente dès avant l'invasion de l'Ukraine, cette crise a conduit à l'État européen à se rabattre tant bien que mal sur le gaz naturel liquéfié GNL en provenance du Qatar et des États-Unis. Évidemment, qui a bombardé Gazoduc là-bas? Gazoduc transmettait le gaz jusqu'en Europe. Ok? Il y a des documents ici qui certifient qui ont bombardé. Je vais vous faire un dossier là-dessus. D'accord? C'est peut-être pas un dossier confirmé, ce ne sont pas des spéculations. Qui a détruit Gazoduc? C'est une honte puisque personne n'en parle, n'est-ce pas? Au départ, on disait que c'est les Russes. Nous ne sommes pas pro-russes. On va d'abord stopper là. Nous sommes pro-vérité et pro-manipulation. Quand il me faut payer un billet plus cher qu'il me faut, oui, ça ne m'arrange pas. Je vais en parler. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ici. Alors, on veut une solution. On va essayer de voir la solution. Si vous avez raison, on va vous donner raison. S'ils ont raison, on va donner raison. Non, on sera seulement les avocats et les juges. D'accord, en même temps. Nous ne sommes pas pro-russes, absolument. Nous sommes pro-vérité. Un groupe bien déterminé a détruit Gazoduc. Je ferai une vidéo là-dessus très bientôt, avec précision. Ils ont détruit Gazoduc dans l'objectif de pas seulement accroupir la Russie, et aussi de pouvoir avoir une liberté à propos de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne ne pouvait pas prendre des mesures dures contre la Russie, parce qu'elle bénéficiait encore du gaz russe très dépendante venant de la Russie. Après avoir détruit Gazoduc, qu'est-ce qui s'est passé? Le gaz est venu de la Scandinavie, qui est maintenant vendu en Europe, beaucoup plus cher. Le gaz est venu, gaz liquéfié, venu des États-Unis d'Amérique, à beaucoup plus cher, et du Qatar. Pendant qu'il y avait le gaz qui était disponible plutôt à moins cher. C'est quoi l'objectif principal? Pour ceux qui comprennent, il y a des gains financiers pour un certain groupe de personnes, c'est-à-dire on fait semblant de se battre. Il y a combat, les gens, mais en attendant, pendant le combat, il faut fournir des munitions. Ce n'est pas gratuit, il faut vendre ça. Il faut fournir le gaz à un groupe de personnes, la population doit rester dans le chaud, à plus cher que dans le passé. Ce n'est pas gratuit, il faut payer pour ça. Donc il y a des gens qui bénéficient de cette histoire. On va essayer de voir ici ce que le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avait à dire dans leur réunion de l'ONU. Западным коллегам давно стало неудобно договариваться в универсальных форматах, таких как ООН. Для идеологического обоснования курса на подрыв многосторонности в оборот введена тема единения демократий в противовес автократии. Создаются другие клубы избранных, действующие в обход ООН. Il dit que le club des élites sont créés pour détourner l'ONU. L'ONU a été créée pour décider ensemble en tant que nation du monde. Mais des clubs des élites ont été créés pour détourner l'ONU. Donc ils vont là-bas, ils discutent déjà entre eux. Ensuite, ils viennent présenter à l'ONU. L'ONU va parler au nom de tout le monde. On y va. Давайте будем называть вещи своими именами. Никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества. Personne n'a autorisé la communauté occidentale de parler au nom de toute l'humanité. C'est fort. Le secrétaire général cherchait au moins à respecter un équilibre. Mais on voit que de plus en plus, le personnel du secrétariat général ne cherche même pas à se cacher en soutenant cette politique déséquilibrée. Et je prie le secrétaire général de respecter avec tout son personnel la charte de l'ONU. J'appelle également la direction du secrétariat général. Donc, il accuse le personnel du secrétariat général de l'ONU de se pencher d'un côté. Pourtant, ils sont semblés être une communauté ou un groupe de personnes neutres, c'est ça, qui réunit tout le monde. Si le groupe du secrétariat général de l'ONU se penche vers un côté, ce n'est plus l'ONU, c'est-à-dire que c'est une institution dirigée. Pour la paix, pour le maintien de la paix, et de proposer aux pays membres des voies de consensus dans le respect des intérêts et non pas dans l'intérêt de certains pays en particulier. Nous devons revenir aux principes essentiels de la charte de l'ONU avec plus de diversité, et cette multipolarité doit faire que l'ONU doit s'adapter à une nouvelle architecture plus diversifiée. Les gens ne veulent pas la multipolarité. La multipolarité, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs hommes forts en même temps. Pas seulement un seul homme fort qui dirige tout le monde. Vous comprenez ça? La multipolarité, c'est-à-dire, toi tu es homme fort ici avec des gens, il y a aussi des hommes forts ici avec des gens qui le soutiennent. Ça, on ne veut pas.
On veut qu'il y ait seulement un seul homme fort. Et dans un monde juste, est-ce qu'on peut vivre comme ça? Il est important de réformer le Conseil de sécurité en admettant plus de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Aujourd'hui, la surreprésentation des pays occidentaux sape le principe de diversité. À l'initiative du Venezuela, a été mis en place un groupe de soutien à la Charte de l'ONU. Nous appelons tous les pays à participer. Ce qui est intéressant ici, on ne s'ouvre pas toute la vidéo. M. Lavrov a dit qu'il fallait faire appel à ce qu'il y ait beaucoup plus de pays dans le Conseil de sécurité. Pas seulement, principalement les pays occidentaux. Et ça, c'est une très bonne chose parce que les Africains, depuis très longtemps, avec Mugabe, avec beaucoup d'autres personnes, ont essayé de réclamer une place dans le Conseil de sécurité de l'ONU. On n'a jamais accepté. Conseil de sécurité, ce sont ces gens-là, évidemment, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est eux qui décident. Donc si tout le monde dit non, on ne va pas bombarder, eux disent oui, ils vont aller bombarder. Si tout le monde dit oui, on va bombarder, eux disent non, vous n'allez pas bombarder. C'est-à-dire que eux, donc leurs paroles, ils sont à 5, les États-Unis, la Chine, l'Angleterre, la Russie et la France. Donc si eux disent non, c'est non. Vous autres là, vous ne comptez pas. Si eux disent oui, c'est oui. Vous autres là, vous ne comptez pas. Alors, M. Lavrov dit maintenant, on a besoin de beaucoup plus de gens dans ce Conseil de sécurité. Parce que si on veut parler d'un monde démocratique et un monde libre, c'est-à-dire qu'il faut compter le nombre de gens qui disent oui et le nombre de gens qui disent non. C'est par rapport à ça qu'on décide. N'est-ce pas? God bless.